Bonsoir. Au nom de l'Association des prisonniers politiques chiliens en France, nous vous remercions de votre présence ici. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Victor ici à Paris pour qu'il nous parle, pour qu'on parle avec lui à propos de la situation nationale actuelle. Et que nous avons vu que peut-être surtout il va être à travers, comme il dit le titre, des mensonges, non, des mensonges vers la vérité. Oui, vers la vérité. Bon, j'ai oublié le nom. Mais bon, on va parler de ça et on voudrait surtout voir cette situation actuelle. Je ne présente plus Victor, tout le monde le connaît, directeur des mondes diplomatiques chiliens. Et en plus d'une autre, la revue a créé nos soignants. Encore, nous croyons dans les rêves. Voilà. Je te laisse la parole, Victor. Merci. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'espagnol? Oui. Oui, d'accord. Donc, on va le faire en français. Et... Oui, on m'a demandé de parler sur les fake news, qu'on appelle comme ça maintenant les mensonges, qui sont anciens. Mais ça est devenu quelque chose de très puissant et un peu partout dans le monde. Mais les mensonges en soi, c'est ancien, ancien, ancien. Et d'ailleurs, toutes les guerres, on utilisait les mensonges. On dit, chaque fois qu'il y a une guerre, on dit la première victime, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui ça a changé? On appelle aujourd'hui fake news, on appelle post-vérité, etc. En fait, ce qui a changé, c'est avec tous les réseaux sociaux, et depuis Internet, fin 80, surtout début des années 90, et ça a commencé quelque chose qui était en principe très positif. Ça nous permettait d'échanger, etc. Et ça a permis, avec le développement, que beaucoup de gens puissent s'exprimer directement, qu'on ne passe pas à travers des médias qui sont contrôlés, etc. Mais après, on a vu que ce n'était pas si démocratique, que quand on avait de l'argent, on pouvait faire beaucoup plus que les autres, et qu'on pouvait avoir une capacité énorme. Mais surtout, ce qui a changé, c'est la massivité des réseaux, et l'élargissement, ils sont partout maintenant, et l'intensité. Parce qu'avant, on disait la campagne du terror, la campagne de la terreur. Et ils le faisaient avec des affiches, à travers les journaux, et ça avait un impact. Mais maintenant, ils le font à travers les réseaux sociaux. Et ils le font avec des bots, avec des équipements qui inondent et qui changent la perception, avec une vitesse inouïe qu'on n'imaginait pas avant. Et l'idée de l'actualité, de l'immédiatesse, c'est une idée qui est rentrée dans la tête de tout le monde. On veut être tout de suite au courant de ce qui se passe. Peut-être la première guerre en direct, c'était l'invasion d'Irak, qu'on ne voyait rien. On voyait la nuit des chars qui avançaient, etc. Mais tout le monde la suivait parce que c'était en direct. Et ça, c'est quelque chose que tous, on a envie de faire, et en même temps, d'une certaine façon, ça empêche la réflexion, l'analyse, etc. Et, comment dire, il y a deux aspects avec ça. Avec Internet et avec les réseaux sociaux, il y a un aspect positif qui
qu'on peut utiliser et un aspect très négatif qui s'est développé avec tout l'argent qu'on a mis des groupes spécialisés. Et il y a un assez connu, que c'était Cambridge Analytica. C'est incroyable. Ils ont utilisé un psychologue qui a fait un test, qui a mis sur Facebook, qui disait « Voulez-vous vous connaître vous-même ?» Répondez à ce test. Et il y a eu 250 000 personnes qui ont répondu et qui ont donné toutes ces informations. Et avec ça, les organisateurs de Cambridge Analytica ont réussi à rentrer dans tous les contacts de ces 250 000. Ils sont arrivés à 50 millions de personnes qui ont connu parfaitement quel c'était leur goût, à qu'est-ce qu'ils donnaient les lignes, me gusta, j'aime, etc., les likes. Et avec ça, ils ont fait 12 groupes. Donc, ils ont fait une campagne très précise, avec 12 groupes de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par toutes les sensibilités. Et ils ont fait 12 une voie différente à chacun. Un pour confirmer les croyances, d'autres nuancés pour les amener petit à petit à leurs choses, etc. Et en fait, c'est ça qu'aujourd'hui est fait d'une façon énorme. Et vraiment partout. Il y a ce qu'on appelle las granjas de téléphone, les fermes à téléphone. Et il y a des milliers de téléphones. Chacun apparaît comme si c'était une personne. Ils sont des bots. Et on organise, eux, ils rediffusent. Donc ils peuvent arriver à une quantité énorme de gens. Et comme ils sont anonymes, ils peuvent dire n'importe quoi. Chose qu'avant, les médias, on va en parler un peu de ça après, les médias pouvaient, plus que mentir, pouvaient manipuler, pouvaient donner une influence très forte à une nouvelle, pas à une autre, déformer un peu. Mais les médias officiels, c'est très compliqué de mentir ouvertement. Et après, ils doivent rectifier, etc. C'est pas la même chose. Par contre, là, ils peuvent dire n'importe quoi. Et envoyer des photos falsifiées, des vidéos falsifiées, que les gens ont du mal à voir si c'est vrai ou pas. On voit la personne qui parle et c'est pas du tout lui. Donc, ça a une influence énorme. Et l'exemple, peut-être le plus récent, c'est ce qu'on appelait au Chili le Pato Verde, que c'était un compte anonyme qui était dirigé par un directeur du Canal 13, qui a dit de démissionner tout de suite, qui faisait des choses fausses complètement. Et ils l'ont fait d'abord contre Mattei. C'était Procast, pour le candidat d'extrême droite, contre Mattei. Ils l'ont inventé qu'elle avait des débuts d'Alzheimer, ils l'ont modifié, etc. Et après, ils l'ont fait aussi contre Jara. Et les gens qui ont suivi, ils l'ont trouvé, d'où venait, et c'était ce Góngora, directeur de Canal 13, qui, son propriétaire, c'est Luksic. Mais lui, il était déguisé, il n'apparaissait pas. Sauf qu'il avait commis un ou deux erreurs où on a pu voir un peu sa tête, etc., quand il envoyait des choses. Mais ça, parfois on dit que ça n'a pas trop d'importance parce que les gens se méfient. Mais en fait, on ne se méfie pas trop. Et moi, je reçois, comme vous tous, sûrement beaucoup de fausses nouvelles. Et parfois, on est content, parce que c'est des fausses nouvelles qui nous conviennent. Et tout le monde veut avoir quelque chose qui va dans notre sens. Je me souviens d'une vidéo que la Chine avait défié Israël et avait envoyé
avion avec une pilote femme qui envoyait, et c'était tout faux. Faux complètement. Mais nos camarades à nous étaient très contents. Et on a du mal à se méfier des choses qui nous sont favorables. Et c'est ça que dans tous les réseaux on utilise. C'est confirmer les idées qu'on a et essayer d'échanger avec d'autres. Mais plus que la vérité, en fait, c'est l'émotion qui prime. Donc c'est vraiment compliqué. C'est pour ça qu'on appelle l'époque de la post-vérité. Chomsky a parlé de ça, et Ignacio Ramonet, évidemment, et les philosophes coréens, Byung Chul Han, et tous ils disent que ce qui a changé vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire des mensonges ouverts et qu'on peut les croire une bonne partie de la population. Donc, ce n'est pas les faits, ce n'est pas la vérité, entre guillemets, qui est compliquée, évidemment, mais ce ne sont pas les faits réels, ce ne sont pas les statistiques, c'est l'idée qu'on a. Et au Chili, on peut le voir clairement avec l'insécurité. C'est quelque chose qui est un peu partout dans le monde aussi. Mais au Chili, c'est incroyable. Parce que le Chili est un des 3 pays les plus sûrs d'Amérique latine. C'est vrai qu'il y a des criminels et des délits qui avant on n'en avait pas, ou très peu, comme la séquestration, etc. Des délits violents qu'il y a beaucoup plus. Mais les dernières années, par exemple, ont descendu presque tous les types de délits. Mais ça n'a aucune influence pour les gens. Les gens, chaque fois qu'on fait un sondage, les Chiliens disent qu'ils ne sortent pas la nuit parce qu'on peut les tuer. Et que vraiment, le Chili, c'est un des pires pays au niveau de la sécurité. Et qu'évidemment, le gouvernement de Boric n'a rien fait, etc. C'est tout le contraire. Boric, ils ont donné beaucoup d'argent à la PDI, beaucoup d'argent aux carabiniers, plus que Pineda. Mais ça n'intéresse personne, les faits. Eux, ils ont la sensation, parce qu'ils l'ont vu à la télé tout le temps, qu'on vole un portable dans la rue, qu'on vole une voiture qui arrive, et la télé les passe, les réseaux sociaux évidemment. Et donc la réalité aujourd'hui, c'est que les gens pensent le contraire de la réalité. Et c'est ça, c'est la sensation d'insécurité qui est la réalité. Et ça ne sert à rien, absolument à rien, presque à rien, de donner les chiffres. Les gens disent oui, non, mais moi j'ai peur, on peut me tuer. Au Chili, il y avait, je pense que c'était 12 000, 13 000 homicides l'année. En Équateur, c'est 5 fois plus, oui, même plus. Et qu'est-ce que ça signifie? Au Chili, plus de 53% des homicides, c'est des ajustes de cuenta entre bandes rivaux. Les 47% se divisent entre une infinité de luttes dans la rue, rignas, des alcooliques, des féminicides, mais presque pas des gens qui sont victimes d'un vol et qui sont tués. Il doit y avoir, je ne sais pas, 15-20 dans l'année. Les possibilités qu'ils soient tués parce qu'on a essayé de voler, c'est presque impossible. Mais l'idée, les gens, c'est ça qui compte, ils croient. Et la droite, évidemment, a fait toute la campagne sur l'insécurité, et ça, au Chili, c'est un exemple clair, mais un peu partout, c'est la même situation. Trump, aujourd'hui, il dit, non, Chicago, on envoie les agents fédéraux, parce que là, les criminels sont partout, etc., etc. Et
Donc on vit une réalité qui est très grave. Et sinon, il y a un autre problème qui est lié. C'est une bataille qu'ils sont en train de donner depuis un bon moment contre la science, avec la religion. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de convaincre les gens par la foi que par des faits concrets. Et Trump a été le leader de ça. Il vient de dire aux Nations Unies qu'il ne faut pas prendre le Doliprane, etc., qui fait des autistes. Mais c'est un truc complètement incroyable. Les vaccins. Kennedy, le ministre de la Santé aux États-Unis, est en train d'éliminer les vaccins. C'est vraiment un truc. Ils sont contre les universités. Et ils ont fait une promotion énorme des évangéliques, un peu partout. En Amérique centrale, au Brésil, ils ont joué un rôle énorme. Au Chili, et ça s'est développé, mais ça n'a pas encore la force. Mais ils ont une certaine force et ça soutient des groupes comme les nouveaux partis social-chrétiens qui sont vraiment d'extrême droite. Et donc, l'utilisation de la religion, c'est une autre force. Et ça forme partie de ce que la droite a appelé, j'utilise le terme de Gramsci, la bataille culturelle. C'est incroyable. Et il l'utilise depuis longtemps. Au Chili, la UDI avait diffusé des textes de Gramsci. Et maintenant, il dit contre le wokisme, nous, on doit aller de l'avant. Et il ne se cache pas. Parce qu'avant, on se cachait pour dire des choses trop réactionnaires. Et maintenant, non. Trump vient de dire aux Nations Unies un truc incroyable. Il a dit le changement climatique, c'est la plus grande arnaque de l'histoire du monde. Quand c'est, à mon avis, le danger le plus grave de la civilisation aujourd'hui. Et il doit avoir... Avant, il y avait 15% aux États-Unis de gens qui ne croyaient pas au changement climatique. Mais on verra maintenant quel pourcentage commence à être contre grâce à la publicité qu'ils font, etc. Donc, il faut vraiment être attentif et essayer de voir comment on peut rétablir une certaine logique, une certaine défense de la science. On ne peut pas revenir au Moyen-Âge. C'est vraiment quelque chose de très grave. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la presse officielle? Et dans le monde, d'abord, c'est concentré. Et chaque fois, il y a des groupes plus grands, etc. La presse plus petite, elle est plus faible, et il se concentre dans des grands groupes. Deuxièmement, il s'est droitisé. Et même des journaux qu'avant, comme Libé, par exemple, Libération, étaient plus à gauche que maintenant. Même Le Monde était beaucoup plus ouvert que le Pays d'Espagne. Et c'est pas qu'ils sont à la droite, mais ils sont passés un peu vers le centre et vers la droite. Et troisièmement, ils ont perdu beaucoup d'influence. Parce qu'avec les réseaux sociaux, évidemment, les gens s'informent moins par la presse. Il y a moins de kiosques un peu partout. Au Chili, c'est encore plus grave, je parlerai à la fin. Mais un peu partout, il y a un affaiblissement de la presse. Et il y a des youtubeurs qui ont 1 million et demi d'abonnés qui informent plus que n'importe quelle chaîne de télévision et qui ont accès direct et qui disent la plupart des choses qui ne sont pas solides, et pas vraies, etc. Mais avec la presse officielle, elle joue deux rôles. Un, elle
met, ce qu'on dit au Chili, l'agenda, la pauta. Elle met les sujets à débattre. Et parfois, elle utilise les sujets des réseaux pour les donner une certaine une certaine légitimité. Et donc, il joue un rôle, mais surtout la presse officielle utilise la manipulation. Au Chili, c'est tellement incroyable. On regarde le Mercurio et tous les jours, il y a une mauvaise nouvelle. Même quand il y a une très bonne nouvelle, on met la nouvelle petite et en bas, mais selon les experts, ça ne dure pas. Selon les experts, je ne sais pas quoi. Donc, et ça tous les jours, hein, ça fait une influence quand même. Et, comment dire, parce que c'est assez facile de faire un diagnostic, de voir ce qui se passe. Dès qu'on regarde un peu, on comprend. Le problème le plus grand, c'est comment on agit contre ça. Et c'est une question ouverte. Il y a plein d'idées. Mais je ne crois pas qu'il y a une idée forte qui s'impose pour répondre à tout ça. Parce qu'il faut faire plein de choses au Chili. Il faut les petits bulletins qui sont dans les quartiers, ou les petites organisations. Bien sûr, par les réseaux sociaux aussi, répondre, etc. Mais c'est faible contre cette campagne énorme. Et on n'a pas les moyens de répondre de la même façon et de la même intensité. Donc, on est face à un problème très grave, dans lequel je ne vois pas une solution. Il doit y avoir plusieurs, mais j'espère qu'on pourra chaque fois avancer. Au Chili, nous, et avec ça on va finir, la situation de la presse, c'est incroyable. Le 11 septembre 1973, il y a eu des communiqués de la junte militaire, los bandos. Et le bando numéro 13, le 13e, et disait seulement sont autorisés à sortir les quotidiens El Mercurio et La Tercera. Tous les autres sont interdits. Ce qui est incroyable, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le seul bando de la junte militaire qui est valable aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas un autre quotidien qui ne soit pas El Mercurio et La Tercera. Il y a des quotidiens dans les régions, mais ils sont del Mercurio. Et il y a la Última Noticia et la Segunda qui sont del Mercurio. C'est vraiment... Ça ne se voit nulle part dans un pays démocratique. Nulle part. Partout, il y a une concentration de la presse. Mais en Argentine, on voit encore, au Pérou même, des journaux chicha qu'on appelle de mauvaise qualité, etc. Mais on voit une vingtaine. Au Chili, non. Et les revues ont toutes disparu. Les revues politiques, toutes. De gauche, de droite. Aujourd'hui, dans les kiosques, imprimés, il n'y a que Le Monde diplomatique. Il n'y a pas aucune autre revue. Il y a plein de revues qui existaient, même des formats journaux comme The Clinic, par exemple, qui existent aujourd'hui, mais pas imprimés. C'est par Internet. Et comme El Ciudadano, comme El Desconcierto, il y en a plein. Des périodistes, mais aucun imprimé. Et nous, on est aussi digital. Évidemment, c'est le nouveau temps, il faut le faire. Mais nous pensons que la lecture en papier, ça aide, c'est une autre dimension. Et surtout pour des articles longs, d'analyse, les jeunes regardent et disent « Ah, c'est bien, je vais le lire après », et après ils ne le lisent pas. Le papier, c'est beaucoup mieux aussi pour réfléchir, pour pouvoir analyser, etc.
Donc nous, on essaye de maintenir, et les autres ont arrêté, mais ils l'ont arrêté pour les difficultés économiques. Parce que la presse, elle vit surtout de la publicité. Elle ne vit pas de la vente. Il y a très peu de... En France, je crois qu'il y a le Canard enchaîné, Charlie, et le Monde diplomatique. 1% de ses revenus vient de la publicité. Et c'est généralement des maisons d'édition qui publient. Mais le reste, tous, ils vivent de la publicité. Et au Chili, la publicité est aux mains de la droite. Ça a été toutes les agences de pub sont liées à la droite, à l'extrême droite, et ils mettent toute la pub. Et les gouvernements. Aucun gouvernement, depuis la transition, a décidé de faire un changement de l'ère politique de communication. Et on continue à mettre la publicité dans le Mercurio et la Tercera. C'est quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est jusqu'à ce gouvernement. C'est étonnant, parce que tous les gens qui sont au gouvernement, Boris, Camilla, George Jackson, qui était Grau, le ministre, presque tous ont écrit dans le monde diplomatique. Ils nous connaissent bien. Dans leur programme de gouvernement, ils disaient on va redistribuer les annonces d'État pour favoriser le pluralisme. Ils ne l'ont pas fait. La concertation ne l'a pas fait. Personne ne l'a fait. Je ne comprends pas. Je n'ai pas de réponse pour dire pourquoi. Je ne vois pas qu'ils sont contre nous. Mais peut-être ils sont ailleurs. Ils pensent que la publicité, c'est dans les réseaux, que c'est par TikTok, c'est par WhatsApp, c'est par tous les Instagram, etc. Et peut-être ils méprisent les journaux imprimés. Mais tous ont disparu à cause de ça. Et évidemment, par Internet, c'est aussi intéressant. C'est pas contre. Nous, on n'est pas contre qu'on existe par Internet. Mais il ne fallait pas laisser la place. Juste pour finir, nous, on a, ce mois-ci de septembre, on vient de fêter 25 ans au Chili. Et on est assez content parce qu'on a quand même un réseau de leaders d'opinion. Nous, on n'est pas évidemment le monde diplomatique. En France, c'est beaucoup plus grand. C'est presque 200 000 journaux qui se vendent chaque mois, entre les abonnés, le digital, l'imprimé, etc. Mais au Chili, on n'est rien par rapport à la population. On sort 5 000 exemplaires, on vend de 3 000 et quelques, 3 000, et les autres sont des abonnés. Et c'est rien par une population de 20 millions quand même. Mais ça arrive à des secteurs qui utilisent le monde diplomatique pour faire son travail. Les dirigeants, les profs. Et il nous manque maintenant reprendre avec les étudiants. On a peu perdu, et peut-être pour les prix, même si quand nous on a commencé il y a 25 ans, on était un peu plus cher qu'une boîte de cigarettes. Maintenant, on est moins de la moitié d'une boîte de cigarettes entière. Les gens continuent à fumer, mais ils trouvent cher le monde diplomatique. Mais bon, on a la version digitale qui est beaucoup moins chère, et on arrive, les bibliothèques sont abonnées, etc. Mais il nous manque beaucoup. On est content de résister, mais on n'est pas dans une situation qu'on peut dire on est un succès. On est toujours là, juste. Et pour finir, je dirais que Ignacio Ramonet, il avait écrit il a écrit plusieurs articles dans le monde diplomatique qui ont fait une ligne énorme. Il avait écrit un éditorial qui s'appelait « Un autre monde est possible ».
Et c'était repris un peu partout dans le monde, les forums sociaux, etc. Mais il avait écrit un article qui est très intéressant, juste avant que nous on sorte, fin des années 90, il dit « Informarse fatiga ». S'informer, c'est compliqué. Il faut s'investir. Ça ne suffit pas de voir les titres, il faut lire. Et il dit « Nous, on essaye de donner matériel et des fonds. Et c'est ça qui est un peu notre force. Ce sont des articles qui sont un peu d'actualité, mais pas l'actualité qui se perd le lendemain. C'est des articles qu'on peut lire 6 mois après, 1 année, 10 ans après, et ils sont valables. C'est pour ça qu'on fait des petits bouquins par sujet, sur un pays, sur un thème, etc., avec des articles anciens. Et ça marche assez bien aussi. Et voilà, vous pouvez les prendre, les journaux sont là gratuits pour que vous les amenez. Et ceux qui veulent s'abonner peuvent le faire après. Voilà. Merci Victor. Bon, comme on veut faire une conversation plus qu'une conférence, je donne la parole à toutes les personnes qui voudraient parler. Une vérité ou un mensonge? Voilà. Non, juste une information par rapport au mode d'information. Est-ce que la société chilienne est une société vieillissante ou une société de jeunes? Plutôt, tu sais pas, il y a une situation double, parce que la natalité maintenant est en baisse. Donc ça va produire. Mais pour le moment, la jeunesse l'emporte. C'est un peu une situation, oui, un peu semblable en Afrique, mais en Afrique continue la natalité beaucoup plus grande. Mais au Chili, non, ça s'est réduit énormément. Mais c'est surtout les dernières années, donc... D'où l'impact des réseaux sociaux, qui correspondent à ces générations oui. jeunes. En premier lieu, moi je vais féliciter vraiment le fait que il me semble que c'est la première fois que quelqu'un fait une réflexion profonde et une réflexion bien fondée sur la situation et l'importance des médias dans la situation actuelle, dans la situation qu'on vit non seulement dans le monde, mais aussi au Chili. Dans les cas particuliers chiliens, je crois que si on fait un bilan de ce qui est la politique des communications de la gauche ou au moins du progressisme actuellement, je vois qu'on a été toujours en retard de plusieurs mois, sinon plusieurs années par rapport à la droite. Si on voit le contenu, par exemple, il ne s'agit pas uniquement d'un problème des moyens matériels, mais c'est aussi, il s'agit, je pense, du message, du contenu de l'information et de la communication. Si on fait un parcours de ce qui a été la communication que nous avons vécu ici, à l'étranger, et ce qui a été au Chili après le coup d'État, on voit que le contenu n'a pas tellement varié. Et face à une méthode et à un style de la droite qui est beaucoup plus agile, qui est beaucoup plus dynamique, qui est beaucoup plus pressant, la communication de la gauche a été surtout de répéter toujours des phrases faites, des lieux communs, et uniquement destinées à ceux qui sont déjà convertis. Ça veut dire destinées uniquement à ceux qui sont déjà militants à quelque part, avec un projet de leur rassurer dans les idées qu'ils sont soutenues. Il n'y a pas vraiment une illusion. Il suffit de voir tout ce qui a été l'évolution. On peut voir que les textes qui ont été écrits, qui ont été publiés en 1974 et après, ils n'ont pas tellement changé dans
dans les styles, dans les textes, dans les mots, qui sont les mêmes qui se disent actuellement. Donc, de ce point de vue, on pourrait dire qu'il n'y a pas une avance dans la tâche de conscientisation des nouvelles, de nouvelles personnes pour les faire adhérer à nos idées. Et il est tout à fait clair que dans la situation actuelle, la possibilité de faire concurrence avec la presse traditionnelle et avec la presse, la télévision et les médias qui existent au Chili, les possibilités que nous avons dans leur terrain est pratiquement impossible. Ils sont des moyens matériels, des moyens de tout type, ils sont largement supérieurs. Donc, la seule possibilité qui nous reste, c'est de faire travailler un peu l'imagination, je pense. Et ça peut paraître un peu fantasieuse de dire que la situation de la communication actuellement ressemble beaucoup à celle qui était dans les années 60 et celle qui s'est posée les guérillas. Ça veut dire face à une force, dans les cas là, une force armée, la guérilla, ce qui l'opposait, c'était la créativité de faire des actions ponctuelles par-ci, par-là, pour maintenir une situation d'action et de communication avec les bases et de maintenir une idée valable et une idée active. De ce point de vue, je suis convaincu qu'il ne nous reste aucune possibilité autre que, comme j'ai dit, faire travailler l'imagination pour trouver une nouvelle manière de communication. Je pense que, de même qu'au niveau politique, des idées qui ont apparu à partir de la révolte sociale de 2019, ça veut dire de créer des organismes de gestion et de gouvernance au niveau local, au niveau sectoriel, au niveau régional, la possibilité, et une des possibilités qui nous reste, c'est de créer justement de créer des journalistes, et des bons journalistes, ça veut dire non seulement journalistes spontanés, mais des gens qui travaillent et qui sachent vraiment communiquer au niveau justement des organismes de base pour créer et pour contrecarrer cette machine des mensonges, cette machine des manipulations sociales qui sont les grosses médias. Voilà. Oui. Merci. Non, habla. C'est allumé, ok. Merci. Oui, donc moi je vois un peu, vous l'avez évoqué, mais c'est aussi la question de l'hégémonie culturelle qui a été donc reprise par la droite un petit peu partout. Et ça me pose au moins deux problèmes, peut-être plus. Alors, la première, pourquoi, malgré Internet, les réseaux sociaux et compagnie, qui sont des formes de communication qui seraient plus horizontales, plus, comment dire, partagées, et en réalité, le message ne passe pas. Reste le message, disons, officiel, mainstream, qui s'impose. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et à réfléchir. Deuxièmement, il y a aussi une question de la nature du message. Et c'est-à-dire, encore une fois, au Chili et ailleurs, ce n'est pas une question d'un pays plutôt que d'un autre. Si je dis, voilà, mon voisin c'est un délinquant, il faut l'enfermer, il faut le punir, etc., c'est un message très simple qui passe tout de suite partout. Et le message de la gauche est traditionnellement plus élaboré, plus réfléchi, plus rationnel, etc. Donc, ça demande probablement plus d'explications, plus de, je ne sais pas, d'évangélisation, je n'en sais rien. Donc ça, c'est une chose. Et j'en termine
Alors déjà, l'idée de l'école de journalisme, je pense qu'il y a un exemple en France qui est celui du Bonnet Blog qui a été plutôt réussi. Donc, encourager des jeunes de banlieue vers la profession du journalisme qui a été soutenue et qui est quasiment maintenant officialisé, mais enfin, un média parmi d'autres, on peut dire. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de nouveaux thèmes qui sont encore un peu en déshérence. Et bon, moi, un de mes idées, par exemple, je ne vois personne parler du welfare à l'époque du beurre, par exemple, ou de l'écologie un petit peu, etc. Donc, voilà, pour résumer, regagner en hégémonie culturelle, aussi par les nouveaux phénomènes sociaux qui sont là et qui ne sont pas étudiés ni pris en compte, à mon avis. Voilà. Merci. Oui, je suis assez d'accord et on reste parfois très lié au truc qu'on a fait toute la vie, quoi. Et nous, comme le monde diplomatique, on n'est pas les meilleurs pour faire des choses très différentes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, nous sommes un journal qui sort une fois par mois. Donc nous ne pouvons pas faire l'actualité et l'émotion, etc. Et c'est peut-être nos faiblesses, mais c'est aussi notre force. Et nous, on dit une fois par mois, on s'arrête et on réfléchit avec le monde diplomatique. Nous ne sommes pas capables de faire un quotidien ou de faire des activités par Internet tous les jours. Non, on n'est ni capable, ni c'est notre rôle. Et il faudra un quotidien au Chili, ça serait merveilleux, ou des activités, etc. Par contre, il y a quelques exemples au Chili, des gens de gauche, des mouvements sociaux, qui ont fait des réussites énormes. Et je prendrai que deux exemples. Puente Alto, c'est la commune la plus grande du Chili. Elle a presque 600 000 habitants. Après, c'est Maipú. Le maire qui vient d'être élu, c'est quelqu'un de gauche qui vient des mouvements sociaux, qui a fait toute une campagne, mais vraiment d'en bas, et c'est Matías Toledo. Et après, il est allé, et il y avait la concertation qui a mis un socialiste, le Frente Amplio avait mis d'autres candidats, et à la fin, tous, ils ont dû le soutenir, parce que c'est lui qui avait vraiment un travail avec les voisins, avec des idées nouvelles. Il n'est pas en train de dire tout le temps contre la sécurité et les reins, mais par contre, il est là, dans le quartier, et il fait des travaux, mais vraiment liés aux gens. Et il a gagné l'élection à la droite. Puente Alto était à la droite. Donc, c'est un très bon cas, parce que lui, il est différent. Il n'est pas Frente Amplio, mais il soutient le mouvement, la gauche, mais il est indépendant. L'autre cas, qui pour moi c'est formidable, c'est Rodrigo Mundaca, qui vient du mouvement social pour l'eau, Modatima, et qui a travaillé à Petorca, qui a fait un travail de base, et il s'est présenté candidat au gouverneur pour la première fois, parce que tous les gouverneurs étaient désignés par le gouvernement. Et il y a 5 ans, 6 ans déjà, et c'est la première fois qu'on était élus. Et lui, il a été élu. Et là, il vient d'avoir des élections, il y a quelques mois, et il a gagné de nouveau. Et il a gagné ce qui est le seul gouverneur qui a gagné dans toutes les communes, de gauche, de droite, etc. Là, il y a des communes qui sont très à droite, que c'est les symboles des riches, et Cachagua, l'autre qui est à côté. Sabayar. Et l'autre à côté. Il y a trois qui sont des communes de la UDI. Et il a gagné partout.
Et il y avait une candidate de la UDI qui a été vraiment... Elle a gagné avec 60 et quelques %. Et c'est quelqu'un qui ne milite pas dans un parti et qui a fait un travail lié aux gens, etc. Et qui n'a pas... Par exemple, le gouverneur a de l'argent et pour soutenir plein de projets des communes. Et chaque gouverneur essaye de donner plus aux communes qui sont de l'air et aller faire des activités dans les communes qui sont de leur même ligne. Lui, il est allé partout et il n'a pas fait de préférence, il a donné de l'argent, mais aussi allé partout, etc. Et il a gagné d'une façon exemplaire. Et sont des gens que nous on aime beaucoup, qui sont liés aux mouvements sociaux et qui montrent une différence très grande avec des candidats de tous les autres partis de gauche qui sont un peu dans la politique et on voit que bon, ça les intéresse de faire carrière, qui sont un peu de l'élite, disons. Et là, il y a des exemples. Donc, ces exemples-là, parce que quand il y a eu les élections, tout le monde commentait, c'est le centre qui a gagné. C'est les modérés qui ont gagné. Eh bien non, pas partout. Valparaíso, c'est la région, c'est la quinta région. C'est la région la plus peuplée après Santiago. Et qu'il soit avec Rodrigo Mundac à la tête, c'est vraiment important. Et la commune la plus grande du Chili aussi. Donc c'est de très bons exemples d'un travail de base qui peut arriver à faire un travail aussi au niveau des communes ou des régions. Là, il y avait quelqu'un qui a un micro. C'est à moi? Oui, oui. Il y a un micro? Non. Attends, je vais te donner après le micro. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il ne faut pas concurrer sur le champ de la communication sur les réseaux sociaux ou peut-être sur les journaux, mais il faut intensifier la communication analogue, directe, sociale, avec les gens en réponse de l'influence de toutes les fake news et tout ça. Est-ce que c'est la réponse? Parce que les exemples donnent dans cette direction. Oui et non. Moi, je pense que, comme on disait avant, toutes les formes de lutte. Donc, il ne faut pas faire une seule chose. Et quand nous, on parle on me dit, le monde diplomatique, je dis oui, mais il faut faire plein d'autres choses. Ce n'est pas les journaux qu'il faut... Il faut faire plein d'autres. Nous, on est un des réseaux. Et il faut évidemment utiliser tous les réseaux sociaux, mais les politiques et les gens des mouvements sociaux, ils doivent surtout travailler avec les gens. Et je crois qu'à ça, on ajoute, s'ils font un bulletin imprimé, s'ils utilisent beaucoup les réseaux, oui, parce que les gens s'informent comme ça. Mais moi, il n'y a rien qui je dirait il ne faut pas faire ça. Il faut tout faire, mais surtout mettre les centres dans le travail des gens, quoi. Oui, et moi je voudrais dire qu'il ne faut pas perdre l'espoir dans les mouvements populaires et politiques chiliens. Le Chili est un pays très spécial, hein, très particulier. Déjà à l'élection d'Allende, un marxiste par des élections, c'était vraiment sui generis. Ça n'existait pratiquement pas dans le monde. Ensuite, l'instauration très tôt de l'ultralibéralisme en tant qu'exemple, en tant que camp d'expérimentation de l'ultralibéralisme de Friedman et compagnie, c'était aussi une première. À un moment, le Chili était même convoité parfois. Il y avait même en Russie des gens qui disaient qu'il faut faire comme Pinochet.
Et ensuite, la chute de Pinochet, c'était par un référendum. C'était une élection, quoi. C'est quand même très spécial. C'est difficile parce que le Chili est particulier et son histoire aussi. Je ne crois pas qu'il faut dire que le mouvement populaire n'a pas été important au Chili. Mettre dehors Pinochet avec un référendum, ça a été le résultat de luttes extraordinairement courageuses et originales, créatives. Et à ce moment-là, il y avait effectivement une certaine joie et une mobilisation de la base extraordinaire. Bien sûr, il y a eu d'autres éléments qui ont contribué à la chute de Pinochet, mais l'essentiel, ça a été cette masse de la base de la jeunesse chilienne qui luttait tout le temps, au prix de leur vie, parfois, et même à ce soir. Moi, je me souviens que, par hasard, j'étais en 88 au Chili, après un exil où je ne pouvais pas rentrer. Et quand je suis revenu, aucun de mes copains chiliens voulait me croire que Pinochet allait perdre. Mais moi, j'avais vu la jeunesse uniformément en 88 décider à se débarrasser de cette dictature fasciste, nazie. On ne peut pas la nommer autrement. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Le Chili, c'est un pays qui est capable de faire la soulèvation de 2019. Où tous les pays s'est levé. C'est un pays qui a été capable, à la première convention constitutionnelle, d'élire plus de 70% des personnes qui voulaient un changement de système, de constitution de système. Ça a été à chaque fois étouffé et manipulé, retourné par les pouvoirs de la droite, les pouvoirs financiers, les pouvoirs politiques, etc., qui sont énormes, effectivement. Alors, moi, je pense que la communication est importante, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est une ligne politique qui permette au peuple de s'unir. Et c'est ça qui manque. Mais il y a l'espoir. L'exemple qu'a donné Victor, du gouverneur de Valparaiso, du maire de Puente Alto, ils sont éclatants parce que c'est des gens de gauche qui ont travaillé avec la base et qui ont défait complètement tous les partis officiels de gauche. Et ils ont été obligés de se rallier parce qu'ils représentaient les sentiments populaires. Mais ça manque. Il n'y a pas encore une pensée, il n'y a pas un Mélenchon pour le dire court. Voilà. J'étais trop long. No sé acaso se escucha, no sé pas si on entend comme ça. On entend. Je voudrais te poser une question. Nous avons tous entendu parler qu'une des premières mesures qu'a pris Trump quand il est arrivé au pouvoir, c'était de dissoudre l'Institut de développement de la démocratie, organisme américain avec une influence pratiquement dans tous les pays du monde. Et c'était un organisme plutôt financier, avec un contenu bien sûr derrière, mais pour formater, pour organiser et pour distribuer une vérité. Cet organisme, Trump l'a dissous, il était créé et existait depuis longue date aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu une conséquence au Chili? Est-ce que quelque chose a changé? Parce qu'apparemment, simplement, c'était une lutte de pouvoir interne, les démocrates avec les conservateurs, et dans la lutte du pouvoir interne américain, ou est-ce qu'effectivement, est-ce que ça fait bouger les choses? Est-ce que ça fait changer quelque chose? Je ne crois pas parce qu'au Chili, l'influence de ces médias américains, la voix d'Amérique, etc., n'avait pas d'influence au Chili maintenant. Ça a joué beaucoup pendant le temps de dictature. Je crois que maintenant, il s'était axé
sur les pays de l'Est, de maintenir... Tous les pays, la France, l'Angleterre... Oui, mais il n'y a pas une influence en France importante. Il n'y a pas. Il y a beaucoup plus d'influence dans les pays, anciens pays de l'Est, et il continue à faire vers la Chine, vers la Russie, etc. Et là, peut-être, il y a une influence qui a diminué. Mais vraiment, au Chili, je ne connais personne qui écoutait la voix d'Amérique. Vraiment. Donc, et ici non plus, je ne connais pas. Sur les moyens de communication locaux, c'était un institut qui n'avait pas ces journaux. Ils avaient des personnes qui formaient et qui distribuaient une vérité. Oui, il soutenait des groupes, mais il avait ses propres moyens. La Voix d'Amérique, c'était la radio officielle des États-Unis. Et ils l'ont éliminé, Trump l'a éliminé. Bon, l'autre, je ne connais pas. Bonjour, Philippe Arellano. Tout d'abord, te féliciter, Victor Hugo, pour ton exposé, ça a été extraordinaire, complet. Et par rapport à cela, 2 ou 3 questions. Tout d'abord, il faut reconnaître que la droite ancienne, peut-être au Chili, a bien compris, suite à la révolte du 19, qu'il fallait récupérer les mass médias, puisqu'il y a eu quelques conséquences, n'est-ce pas? La révolte s'est reflétée sur les mass médias, et les mass médias, peu à peu, ont commencé à revendiquer, à parler des contenus de la révolte. Tout cela, après, a eu l'histoire qui a eu l'histoire, on la connaît. Mais là, il y a eu une influence énorme, n'est-ce pas, de la base au niveau des contenus des mass médias. Après, ça a complètement été retourné parce que la droite a bien compris cela. Voilà une première question. Par rapport à cela, Camila Vallejos, la ministre, a lancé une commission pour étudier, n'est-ce pas, d'abord réfléchir autour de la question de mensonges, de fausses vérités dans les mass médias, une commission qui a donné des résultats et qui a émis un compte rendu. Qu'est-ce que tu en penses de cela? D'accord? Et quel a été le contenu? Je ne sais pas si tu le connais. Donc voilà une première question. Et une seconde question, c'est comment le monde diplomatique, n'est-ce pas, ouvre ses portes aux organismes de base des territoires qu'il y en a au Chili, n'est-ce pas, beaucoup, et qui font ce travail, qui fait partie de l'ensemble qu'on doit réaliser en tant que travail, et par rapport à la question de faire face à cette énorme, n'est-ce pas, machine de pouvoir au niveau des mass médias contrôlée par la droite. Donc voilà. Oui, il y a plusieurs choses. Et le sujet de la révolte, c'est très intéressant parce que au début, la presse l'a couvert assez bien. Même la télévision, il y a eu des programmes mais vraiment... et même la CNN, Chilévision, et même Piñera a dit c'est magnifique, ces manifestations. C'est des choses incroyables. Et après, avec le temps, ils ont réussi à établir l'idée que c'était une révolte de délinquants. Parce qu'ils ont mis tout l'accent sur les pillages qu'il y avait, etc. Et c'est des pillages qui ont chaque fois au Chili qu'il y a, et un peu partout, mais chaque fois qu'il y a un problème de masse, un tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre fort, les gens vont dans les supermarchés, ils volent. Et là, il y avait des groupes organisés, des narcos, des bandes qui volaient, qui profitaient du chaos, quoi. Mais ce n'étaient pas les manifestants. Les manifestants, il y avait très peu qui étaient vraiment violents, etc. Et la première ligne, c'était surtout défensive. Aller devant pour que les flics n'arrivent pas à réprimer la manifestation. Mais ils ont réussi avec la presse officielle, les réseaux, etc. Et maintenant, ils ont établi l'idée et l'estallido délinquentiel. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et
ils ont eu les coups qu'on a reçus quand on a perdu, et après la droite il a reçu un coup aussi parce que la deuxième convention constitutionnelle qui a été à droite, à extrême droite, ça a échoué aussi. Mais depuis que nous on a perdu, on a reçu un coup fort. Et nous on croyait. Moi au moins je croyais vraiment cette constitution qui pour moi était merveilleuse. Peut-être trop avancée, mais tant mieux. Mais tant mieux si on pouvait le faire avec les gens. Mais ils ont réussi, avec les mensonges, etc., à démolir cette idée. Et ils ont pris 2 ou 3 sujets qui étaient un peu plus, pas discutables, parce que moi je les soutiens, la justice pour les peuples originaires, une justice qui est juste pour des choses de convivence qui existent par exemple dans l'île de Pâques, à Rapa Nui. Et on voulait l'établir pour quand il y a des problèmes familiaux, des problèmes de terre entre des communautés qui passent d'abord pour eux et après pour la justice. Mais ils ont réussi à dire que les indios, il y avait une justice spéciale pour eux et ils ont mis les paquets, etc. Et sur d'autres mensonges aussi. Il y a une discussion si c'est entre qu'on était trop avancé pour le moment, mais à ce moment-là, on était avancé. Les gens votaient pour les gens de gauche et les gens indépendants des mouvements sociaux. Donc, c'est compliqué. Maintenant, c'est plus facile de dire on a été trop loin. Oui, mais à ce moment-là, c'était presque normal qu'on aille de l'avant. Et l'autre chose que tu disais, c'est oui, sur les rapports, et oui, ils ont fait une commission, et grosso modo, c'était justement pour réguler tous les réseaux sociaux. Et comment éviter les mensonges, comment réguler tout ça. Évidemment, il y a eu la droite, c'est incroyable, parce que la droite qui a les monopoles sur la presse, ils veulent que rien ne change. Et ils disent la liberté d'expression. Oui, mais la liberté, c'est pas pour dire des mensonges. Mais ce rapport est resté là. Et il ne va pas être mis loin, etc. À mon avis, ça va rester comme un rapport de recommandation, mais qui n'ont pas la capacité pour le faire. Au Chili, comme je disais, la concentration de la presse officielle, elle est tellement forte, et deuxièmement, les réseaux aussi, ils sont très liés à l'argent, très liés à la capacité qu'ils ont pour diffuser avec les votes, etc. Donc, je ne crois pas qu'on pourra avancer, mais c'était, à mon avis, ce que j'ai lu, c'était assez bien, assez intéressant. Martine. Oui, de fait, Victor a déjà répondu à beaucoup de choses, mais juste une chose, par exemple, par rapport au premier référendum sur la Constitution. Donc, moi, j'étais à Santiago à ce moment-là. Effectivement, il y avait une campagne de fake news énorme. Et par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure quelqu'un sur le fait que la gauche avait tendance à parler toujours de la même façon, moi, j'avais été étonné quand même sur la difficulté à répondre à cette campagne de fake news. Mais là, du coup, par rapport aux exemples que tu donnais de Puente Alto et de Valparaiso, est-ce que ce qui manque, c'est qu'il n'y ait pas dans tout le pays une présence suffisante de militants à la base pour être capable, quand il y a ce genre de situation, de contrer? Parce que c'est vrai que bon, le soulèvement de 2019 a été fantastique, parce que ça permet l'ouverture sur une réforme de la Constitution qui malheureusement n'a pas abouti, et l'élection de Boric, et on se dit comment c'est possible que là on en soit à se dire que peut-être que c'est Caste qui va être élu. Donc est-ce que c'est uniquement lié au matraquage qu'ils font par les médias, ou est-ce que c'est aussi une petite faiblesse? Alors est-ce que c'est lié, deuxième possibilité, aux insuffisances de Boric, le gouvernement de Boric, c'est-à-dire que ça a entraîné quand même pas mal de déceptions, ou est-ce qu'il y a aussi cette histoire de bataille idéologique qu'il est très difficile de contrer faute de moyens et faute d'implantation, enfin faute de travail à la base par les partis politiques? Oui, je crois qu'il y a de la part des partis politiques, je ne sais pas comment le dire, mais ils sont partis de l'élite. Maintenant, ils se sont détachés du mouvement populaire. C'est passé avec la concertation,
quand elle est arrivée au pouvoir avec Patricio Aylwin, ils ont incorporé beaucoup de dirigeants dans les mairies, etc., etc., et le mouvement populaire, qui était énorme, ça s'est affaibli. Et je crois qu'après, c'est passé la même chose. Les étudiants qui étaient assez organisés, qui ont fait 2011-2012 des mouvements très importants, avant 2006, les pingouins, les lycéens. Et tout ça, aujourd'hui, c'est affaibli. Mais c'est affaibli, je crois, depuis la révolte. La révolte, c'est un mouvement mais énorme, merveilleux. Vraiment, les gens, pour la première fois, ils étaient dans la rue, des gens qui n'avaient jamais manifesté. Ce n'étaient pas les mouvements de gauche liés, etc. C'était vraiment les Chiliens qui disaient assez de la corruption, assez de sa abusos. Oui. Et allons de l'avant et inventons des choses, et la solidarité, c'était merveilleux. Après, on s'est cassé, il y a eu le Covid, et depuis, on ne s'est pas remis dans le mouvement. Et dans ce cas-là, il y a un exemple incroyable. Petorca, c'était la ville exemple qu'on a volé l'eau. C'est là qu'habitait Rodrigo Mondaca. C'est là qu'est né le mouvement Modatima. Et la production de paltas, d'avocats, qui a séché la rivière. Et on voyait toutes les collines avec des paltas tout verts, et il n'y avait pas d'eau. Et l'eau, il se diffusait par des camions archives, des camions qui les amenaient. Et Modatima distribuait aussi de l'eau aux gens, etc. À Petorca, ça a gagné le rechazo contre la nouvelle constitution. C'est incroyable. Et il y avait une blague qui circulait, il dit Petorca n'a pas d'eau, mais il a la télé. Et la télé a fait toute la campagne contre la télé, les réseaux sociaux, etc., etc. Et ça montre qu'il y a une influence qui est difficile à déterminer, mais qui est difficile à contrecarrer. C'est pour ça que c'est facile de voir les problèmes, mais les solutions à ces problèmes ne sont pas évidentes, des solutions réelles, des choses qu'on peut faire, oui, être lié aux gens, faire toutes les possibles, des communications différentes, etc., etc. Mais, et quand il dit la faiblesse de Boris, c'est intéressant parce qu'il y a Petro en Colombie qui sont arrivés presque en même temps et avec une expérience de manifestation, de révolte semblable. Et Petro est beaucoup plus à gauche, ancien guerrillero, etc. Et il a fait, à mon avis, une campagne, un gouvernement qui s'est affronté à la droite. Et Boris a essayé au début de s'affronter à la droite, et après, à mon avis, il a dit, bon, c'est pas possible, ils ont la majorité comme en Colombie, hein. C'est très semblable. Et on va faire ce qu'on peut faire, hein, à la medida de lo possible. Donc on va faire augmenter les salaires minimum, les 40 heures à la place de 44, la réforme des pensions, et on ne va pas éliminer les AFP, mais on va augmenter les pensions pour les plus pauvres, etc. Et le coparocero, la santé maintenant, tu ne payes pas la différence qu'on payait avant. Il y a eu plein de petites choses qui ont petites, et pour quelques-uns, ce n'est pas petite, mais ce n'est pas les grandes réformes. Et je ne sais pas, aujourd'hui, quelle méthode est la meilleure. Parce que Petro, il dit des choses très très fortes, que je soutiens complètement, mais les résultats sont semblables à celles de Chili. Et il n'a pas réussi à faire des réformes très importantes, parce qu'il a tout le monde contre. Et il a une situation aussi d'une majorité contre lui. Et vraiment, c'est des cas à étudier, parce que c'est deux façons différentes. Moi, je m'incline plutôt pour Petro, mais les résultats ne sont pas évidents. Monsieur,
Oui, nous nous sommes distingués d'eux. Nous, la gauche, on s'est distingué de la droite, de la classe dominante, toujours, non seulement par des raisons idéologiques, politiques ou de programme, mais aussi pour des raisons éthiques. Nous, on pense toujours, on a toujours pensé, on pense toujours que, éthiquement, nous, on ne se permet pas ce qu'eux, ils se permettent. Et dans ce monde qui nous ont imposé, que tu disais, de la post-vérité, et je me pose la question, quand toi tu parlais aussi que, comme on disait dans le temps, et tous les moyens de lutte sont permis, sont possibles et sont permis, alors je me demande si dans ce monde de la post-vérité, dans le domaine de la communication, est-ce qu'il faut garder encore ce plafond déontologique, ce plafond, ces scrupules et cette morale qui quelque part nous coince par rapport aux possibilités de contrecarrer, comme disait le monsieur ici devant moi, et de cette imagination, est-ce qu'elle ne peut pas aussi ne pas commencer à aller plus loin et casser un petit peu cette chemise de force qu'on s'est toujours imposée et nous permettre que nous nous permettions aussi peut-être le mensonge et leurs moyens de lutte. Je me pose la question, ou plutôt je te pose la question, si il faut toujours se distinguer éthiquement ou si quand même on peut commencer aussi, et indépendamment des moyens financiers que nous on les a pas. Donc déjà on a bien sûr ce problème-là, mais par rapport au contenu. Parce que, évidemment... Je voulais faire une incotation qui vient de... c'est par rapport à la... Et aussi ce qui disait Martine, les difficultés de faire passer le message de la gauche. Mais est-ce que, comme on disait, les contenus des messages, pas seulement sur la forme de lutte, mais les contenus. Parce qu'on se souvient que la gauche, elle a grandi, elle a une influence avec un message subversif. Subversif dans le sens où on disait, nous, on va subvertir, on va transformer la société. Néanmoins, aujourd'hui, le discours de la gauche institutionnelle, en tout cas, c'est pas subversif. C'est d'essayer de profiter, d'utiliser ce qu'on a pour aller dans les mieux, mais pas pour transformer. Et quand on entend les discours, par exemple, des candidats de gauche, même au Chili, c'est un discours mesuré. Comment que le fait de dire qu'on est pour changer les bases de la société est mauvais. Et donc, dans ce sens-là, je crois que si il faut avancer, il faut être plus fort, mais par contre, l'exemple que tu me dis de Petro, ça me laisse à réfléchir aussi. Mais je pense qu'on ne peut pas imposer un discours face à la droite si on ne croit pas à nos discours. Mais le fond, pas à moyen. Voilà. Alors, je pense que d'abord, sur les principes moraux, et absolument, il faut les maintenir. Et ça a été un gros débat au Chili, et parce que la droite a critiqué les gouvernements en disant qu'ils se croient d'une supériorité morale qu'ils n'ont pas. Qu'ils n'ont pas parce qu'il y a eu des exemples de corruption qui sont beaucoup plus à la droite, mais aussi il y a eu des gens du Frente Amplio, des socialistes, etc. Donc, ils ont fait toute une idée contre la supériorité morale de la gauche, qu'on était comme ça, les gens. Mais il faut défendre ça. Parce qu'évidemment, quand il y avait la dictature, nous on disait, mon fils, il n'aura jamais honte de nous. Mais vos fils, des tortureurs, etc., peut-être ils vont avoir honte de vous. Et
Et on disait, il n'y aura pas une rue Pinochet, mais il y aura des milliers de rues Allende. Il y a une différence entre la gauche et la droite, entre l'égoïsme de la droite et la solidarité de la gauche. Mais après, évidemment, quand il faut faire des choses et que la droite a les pouvoirs, etc., il faut faire des accords aussi. C'est pas évident. Et même à l'intérieur de la gauche, de toutes les gauches, c'est assez compliqué. Parce qu'il faut défendre les principes, il faut lutter pour ce qu'on croit, et en même temps, il faut faire des unités et des accords avec d'autres secteurs pour pouvoir avancer. Et sinon, on va rester très, très content. Nous, on a défendu nos principes, etc., mais bon, on n'a pas réussi à faire grand chose. Mais l'autre, c'est inadmissible. C'est-à-dire, je laisse mes principes de côté et je fais n'importe quoi pour avoir un petit accord. Donc, il n'y a pas de règles générales, mais c'est un mélange entre la défense des principes, avancer vers ce que nous on croit, et en même temps pouvoir avancer concrètement. Et Matías Toledo et Rodrigo Mundaca ont fait des accords, sinon ce n'est pas possible. Ils ne sont pas capables de lutter contre la concertation, contre le Frente Amplio, contre la droite et l'extrême droite tout seul. Donc il faut créer une force propre et pouvoir avancer avec les autres. Et je crois que ça, c'est un grand dilemme, ce n'est pas évident comment se fait dans chaque endroit. Mais par contre, les principes moraux, la défense de l'intégrité, mais de lutter pour les pauvres, au fond c'est ça. Au fond c'est la lutte des classes. C'est les riches contre les pauvres, et nous on est avec les pauvres. Et Claudia Sheinbaum le dit clairement dans chaque discours qu'elle fait. Elle dit, c'est le peuple, c'est avec eux qu'ils nous sont. Et elle fait des choses aussi pour qu'il y ait moins de pauvreté. Et ils ont réussi pas mal. Mais là, cette idée, au Chili, cette idée s'était un peu perdue. Et on ne parlait plus du peuple, on parlait de la gente. Voilà. Bon, malheureusement, il va falloir finir cette soirée-là parce que nous avons le droit jusqu'à 8h30. Et on respecte ça pour avoir et obtenir. C'est que, de toute façon, je vous remercie de votre présence. Le 17 octobre, il y aura une autre conférence. Et je ne sais pas quel est le thème, Véronica, qui te l'a mis déjà parce que je ne le connais pas encore. Oui, le sujet, c'est la post-mémoire, donc la transmission de la mémoire à travers les générations, avec la présentation d'un livre que j'ai écrit autour de ce sujet. Donc voilà, c'est un sujet à la fois qui concerne le passé, mais surtout qui concerne le présent, parce que les générations actuelles, on est là. Voilà. Bon, merci beaucoup pour votre présence.